FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on s'intéresse à cette mission de l'OIF qui séjourne à Conakry, qui malheureusement également, à son tour, ne pourra pas rencontrer ni la société civile ni la classe politique. Oui, le programme publié à cet effet le prouve, puisque on apprend donc que cette mission devait rencontrer hier le ministre des Affaires étrangères, ensuite le Premier ministre, puis Dr Dansa Kourma, président du CNT, ensuite Mori Kondé. Et ce jeudi, la mission rencontre le président de la Cour suprême et ensuite, bien évidemment, le président de la HAC, Yassine, et puis, ça n'est terminé, repart donc demain vendredi. La mission repart demain vendredi. Donc, ça veut dire que pas l'ombre ni de la classe politique ni de la société civile. Ni de la classe politique ni de la société civile, parce que pourtant une mission d'évaluation de la transition. Contrairement à la mission conjointe ONU, dont l'agenda initial prévoyait des rencontres avec la classe politique et la société civile, cette mission-là certainement a été suffisamment prévenue que pas question de rencontrer donc c'est indésirable. Oh là là. Oui, bien sûr. Oh là là. Et cela, ça inquiète lorsque, en tout cas, il faut faire un parallèle. Alpha Condé, il a vécu en situation de tension permanente depuis son élection en 2010 jusqu'à son départ avec la classe politique et une partie de la société civile. Ouais. Mais pour autant, son régime ne s'est jamais, en tout cas de mémoire de journalistes, opposé à ce que ces missions diplomatiques internationales rencontrent les autres acteurs de la société guinéenne. Pourquoi bon sang donc un autre mérite de la gouvernance Alpha Condé, mon Pourquoi il y en a tant. Pourquoi bon ça sang ressort au fur et à mesure. Bon sang comment a-t-on pu convaincre le colonel que la meilleure façon de gérer cette transition, c'est de se bunkériser et d'ignorer complètement des acteurs qui connaissent mieux le terrain qu'eux, qui sont incontournables de par leur assise populaire, leur assise électorale et bien sûr, Mohamed. Pas incontournable. Bien sûr. Leur président est incontournable. Leur président est incontournable. Non, pourquoi commencer par leur Non, PG? je veux dire, je parle de la classe politique. Bien sûr. La classe politique. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce sont ceux dont lorsque les missions viennent en Afrique, il y a une réunion préparatoire. Ce sont ces missions qui sollicitent à rencontrer tel ou tel en amont. C'est comme ça, ce n'est pas les autorités qui décident. Non, ce n'est pas les autorités guinéennes qui décident. Attention, Mohamed, ce dont on parle, on a écouté le ministre des Affaires étrangères. Ce dont on parle, c'est une mission d'évaluation. Tout à fait. On ne peut pas parler de mission d'évaluation d'une transition, quand même, qui est là depuis 6 mois, qui est en cours depuis 6 mois, et ignorer les acteurs politiques. On les ignore pas. Les acteurs on les ignore pas. Même les acteurs de la presse. Mais il faut les écouter. Parce qu'on a notre lecture également de cette transition. Il faut y penser. C'est que je vous dis. Des missions internationales. Lorsqu'il y a des réunions préparatoires en amont, on envoie des courriers, on veut rencontrer telle structure. Mohamed, c'est comme ça. Je vais vous dire Mohamed, seulement que ce n'est la pas réalité, l'État, elle est là, ce n'est pas le gouvernement. La réalité, elle est là. Mais écoutez, les missions qui passent, elles se ressemblent, elles dévient complètement la classe politique et les acteurs de la société civile. Bon sang de Dieu. Alors, comment peut-on se faire une évaluation mais objective et concrète de la situation, de l'évolution de la transition? C'est ça, c'est toute la question. Alors actuelle, que faut-il se dire avec l'opposition? Non, qu'est-ce qu'il faut-il se dire avec l'opposition à l'heure actuelle? Quelle opposition? Je vous dis, avec les leaders, que faut-il se dire? Mohamed, il y a quel problème? Y a-t-il un problème? La transition est-elle dévoyée? La transition est en train de dévier? C'est extraordinaire. Mais non, mais c'est ça la question qu'il faut se poser. Honnêtement. Parce qu'on rencontre la classe politique pour évaluer, comme vous l'avez dit. Mais évaluer quoi et quoi? Aristo, c'est pour cela qu'on ne peut pas laisser quels sont les termes de référence? Quels sont les termes de référence pour rencontrer les leaders politiques? J'ai envie de comprendre. La transition elle-même. Le CNT est là. Le CNT est là. Où sont les problèmes au CNT? Les différentes missions, la communauté internationale n'a rien à voir avec la classe politique. Non, pas ça. Je vous demande, je pose la question. Le CNT est mieux placé pour laissez-moi prendre la parole rapidement. Parce que là c'est important. Allez-y. On peut pas jeter l'anathème sur le gouvernement. Tu es totalement à côté de la plaque. C'est ce que je pense. Non mais c'est très grave. C'est comme ça que je pense. Voilà. On peut pas jeter l'anathème sur le colonel ou sur son ministre des Affaires étrangères. Soit disant c'est eux qui veulent pas rencontrer, que les missions rencontrent l'opposition. Non. J'ai suivi hier personne n'a dit ça. Non, mais c'est on n'a pas dit que ni le ministre des Affaires étrangères ou encore le colonel ne veulent rencontrer plutôt empêche
ces missions de rencontrer la classe politique, on ne l'a pas dit. Mais nous parlons des autorités de la transition en général. Voilà. Ça a tout l'air. Allez-y. Et l'épine dorsale de la transition, c'est le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Il faut sauver le soldat Mohamed qui se perd. Hein? C'est très important. Mohamed, allez-y. La transition est une crise. Tu les nerfs avec ton histoire de Maurice Sanda. Non, c'est l'épine dorsale de la transition quand même. On ne parle pas de Maurice Sanda. En fait, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est dont il est question. Le patron de cette transition, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères dont il est question ici. C'est dont il est question. C'est qu'on n'est pas tombé de la dernière pluie. On a assisté à la transition 2009. Version d'Addis, 2010, version Sekouba Konaté. Toutes les missions internationales qui sont venues évaluer le processus de la transition ont rencontré l'ensemble des acteurs. Il y avait même un groupe international, un groupe de contact international. Alors, comment peut-on évaluer une transition lorsque les dépositaires du suffrage universel de ce pays sont complètement ignorés. Ils ne sont pas ignorés, ils ne sont pas ignorés. Ne soyons pas alarmistes. Ne soyons pas alarmistes. Écoutez, non. J'ai envie de bien t'écouter. Mais ne soyons pas alarmistes. Attends, tu n'as pas le monopole de la vérité. Ce n'est pas de l'alarmisme. Je ne fais pas de l'alarmo-journalisme. Je suis en train de te dire que c'est une situation nouvelle et étrange et on a vu la fermeté avec laquelle le ministre des Affaires étrangères a recadré un journaliste lorsqu'il est passé sur le plateau de la RTD pour dire je vous rectifie, je viens de vos reportages qui dit que la mission va rencontrer d'autres acteurs. Il n'en est pas question. Cette mission ne rencontrera que les autorités de la transition. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est imposé à ces missions parce que ça n'a tout l'air. Non, je ne crois pas. Ça n'a tout l'air. Dans l'agenda, si. Et pour en terminer, il faut que la gauche prenne la parole. Pour en terminer, moi je flétris cette communauté internationale. Bien. Parce que sa démarche est à mon avis irresponsable. Lorsque vous venez évaluer une mission, on vous impose de ne pas rencontrer un pan entier. Mais qui les impose? Qui les impose? C'est tout comme Mohamed. Qui? Mais c'est tout comme. À ton avis, pourquoi il refuserait? Pourquoi il ne rencontre pas la classe politique? Parce que du coup, ça a une démarche partisane. La communauté internationale, du coup, est partisane. Tout cela contribue à polluer davantage l'environnement, le climat politique dans notre pays. C'est important, Mohamed. Ce que je veux dire. On ne peut pas se couper de ce n'est pas l'histoire de Maurice Sanda. On ne peut pas se couper de la classe politique. Je vais vous dire, Mohamed, on ne peut pas. Une transition, elle est d'abord politique. On ne peut pas se couper de la classe politique et vouloir réussir cette transition. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Allez-y. C'est le Premier ministre au chef du gouvernement qui gère ce dialogue. Oui, normalement. Voilà. Normalement, la communauté internationale. C'est un secret de polichinelle qu'il n'y a pas de dialogue entre la classe politique et les autorités. Parce qu'il n'y a pas urgence. Une crise ajoutée à la crise transitionnelle. Mohamed, dans l'agenda de ces institutions, en tout cas on a vu pour le cas de la mission commune CEDEAO-ONU, il était prévu de rencontrer quand même la classe politique et la société civile. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est que les uns et les autres oublient, il y a un autre canal pour ces politiciens de rencontrer ces missions. Et d'ailleurs, il faut éviter aujourd'hui la colère de la classe politique, Mohamed. Pour terminer. Pour terminer. Le temps pour toi de prendre un peu d'eau. Voilà, merci. Pour terminer, on va demander toujours. Mais tellement que Mohamed l'a énervé ce matin. Non, ce matin. Pour terminer, demandons au président de faire baisser la température. Merci. Ça ne va pas du tout. Cette transition ne pourra pas aller sans les politiciens. Merci. Et finalement, ce qui risque de se passer, ça sera un divorce total et ce divorce ne pourrait pas, en tout cas, être bénéfique pas de bon augure pour les acteurs, les gouvernants actuellement du pays. Merci. Allez-y, monsieur Nord-Sud, allez-y. De l'œil de journaliste de la diplomatie. Écoutez, j'ai envie de répéter Nicolas Sarkozy ce matin. Je crois que c'est dans l'une de ses dernières sorties sur la crise en Ukraine. Il disait que l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Alors, dans le cas de la Guinée, justement, je dirais que l'alternative justement à ce dialogue-là, c'est le rapport de force qui n'est que différé et certainement qui va arriver. Et certainement, ce clash-là va produire des effets qu'on a connus durant la transition, comme il évoquait tout à l'heure, d'Addis et Sekouba. Donc, si on ne veut pas arriver à ce stade-là, que nous allons regretter, il faut forcément instaurer ce dialogue-là. Forcément. Mais malheureusement, je crois qu'il n'y a aucune prédisposition à ce stade à ce qu'il y ait ce dialogue à l'interne. Cela est déjà un constat qu'on a fait depuis longtemps. D'autant plus que les politiques viennent le crier sur nos plateaux ici tous les matins. Ce qui serait encore plus grave, lamentable même, c'est que une mission qui doit venir et qui doit
de façon indépendante, rencontrer toutes les parties pour pouvoir faciliter justement cette situation de non-dialogue, qu'on leur impose une ligne de conduite. Un agenda. Je pense que c'est tout simplement aveugle, pour ne pas répéter certains termes qui ne passeraient pas. Mais c'est choquant quand même. On se demande à la fin, mais qui est derrière ça? Qui peut donner ce genre de conseils? Alors que même un élève pourrait voir qu'il serait intelligent de laisser ces gens rencontrer toutes les parties prenantes à la transition. Encore qu'ils ne viennent pas se fixer. On a déjà refusé l'idée d'un envoyé spécial qui serait fixé à Conakry et qui devrait peut-être régulièrement rencontrer les partis politiques de la société civile. Mais ces gens viennent, ils font au maximum 72 heures, ils partent. Je pense qu'on a voulu imposer ça à Nadif. Si vous regardez un peu l'attitude d'Anadif, il ne s'est pas laissé influencer. Même si la mission elle-même n'a pas voulu officiellement rencontrer les FNDC ou les partis politiques, mais Anadif, en tout cas sur la base d'une photo que j'ai vue, a rencontré le FNDC quelque part. Le GDH. Au rez-de-chaussée d'un hôtel. Même si c'est dans Ce n'est pas une rencontre officielle. Même si c'est dans un cabaret. Ce n'est pas une rencontre officielle. Même si c'est dans un couloir. Il a rencontré ses amis. Même si c'est au rond-point de Bambeto. On considère qu'il les a rencontrés. Moi, pas officiellement. Et mieux que ça, Ouri, pour appuyer Ouri rapidement. Ouri, donc il ne doit pas les rencontrer. Ouri, mieux que ça pour. Moment, il ne doit pas rencontrer le FNDC. Pour appuyer un peu Ouri, par exemple, le chef de cabinet, le président de la commission de la CEDEAO a été le chargé de mission du cabinet de Ouattara, qui a un rapport avec Sidya Touré, qui se parlent. Donc, si les gens pensent que ces politiciens ou autres activistes n'ont pas accès à ces délégations, mais ils se trompent parce qu'à longueur de journée, les personnes là se parlent sur la situation qui se passe en Guinée. Aboubakar, mais il faut que je clôture le sujet en 5 minutes. On m'a envoyé le programme initial de la mission CEDEAO-ONU. Il était prévu par exemple le 28 février que la délégation rencontre le ministre des Affaires étrangères donc à Koloma. Ensuite, qu'elle rencontre, disons, à 12h, 13h, les acteurs politiques. Le 28. ANAT, c'est ce qui était prévu. RPG, IFR, LGP, à l'hôtel Kaloum. Et c'est cette rencontre a eu lieu. C'est parce qu'on leur a imposé autre chose que... C'est dommage. Oui, allez-y, très rapidement. Je disais donc... mais il ne faut pas nous infantiliser. Je disais que tout au moins, dans cette première mission, Anadif ne s'est pas laissé intimider ou conduire comme il le voulait. Et dans le mais c'est tout comme Mamadou. Parce que par après, il n'a pas... Oui, par après, il n'a pas rencontré la classe politique. On l'a imposé à oui, bien sûr. Parce que le ministre des Affaires étrangères, entre-temps, est passé sur le plateau de la télévision nationale pour dire non, ils ne vont pas rencontrer tel ou tel autre. Regardez le compte rendu de leur rencontre avec le président et vous écoutez ce que Anadif a dit clairement et à côté de M. Prix Nelson Mandela. Et je termine là-dessus en disant que ce n'est jamais trop tard. Ça peut être demain ou après-demain, mais il faut penser justement à parler avec les gens. On était avec une dame hier qui l'a clairement dit. Et comme je dis une fois encore, écoutez ce que Sarkozy a dit. L'alternative d'un dialogue, c'est certainement le rapport de force. Merci Mamadou Ourié pour cette belle lecture. Allez-y, monsieur le politiste. Oui, effectivement, hier, moi, je posais la question de savoir en quoi la mission conjointe a-t-elle été biffée, parce que au départ, il était prévu de rencontrer un certain nombre d'acteurs, mais on a vu dans le rapport, dans le communiqué final, que le communiqué ne faisait pas mention de la rencontre, par exemple, avec le FNDC. Alors même que cette rencontre était prévue et on a vu des images. Est-ce qu'il faudra alors considérer que cette rencontre était informelle et que c'était... Je pense qu'elle est de l'ordre des rencontres informelles. Alors même que ceci était écrit dans l'agenda. Dans l'agenda de la programmation des rencontres qui a été faite par la mission. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles ces missions qui viennent dans le cadre du monitoring de la transition doivent rencontrer la classe politique. La première raison, c'est le fait que ces partis politiques-là, dans une société hyper politisée comme la nôtre, les partis politiques ont un rôle important. La deuxième raison, et qui est fortement liée au contexte, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre de dialogue. Il n'y a pas de passerelle. Le seul cadre de dialogue aucune passerelle entre la junte et la classe politique. Exactement. Donc la panacée au manque de cadre de dialogue, c'est la rencontre avec ces acteurs internationaux qui viennent. Même si c'est pas
suffisant, cabinet, encore une fois. C'est pas du parce tout suffisant. qu'il est de la responsabilité du ministre de l'administration du territoire et du Premier ministre qui est garant du dialogue social de travailler à ouvrir ce couloir de dialogue. Absolument, c'est pas du tout suffisant. C'est important de les rencontrer, Mais d'échanger. apparemment, ils ne font rien dans ce sens. Oui, parce que la démarche, de mon point de vue, la démarche de ces missions-là doit plutôt être transversale et inclusive, parce que ça permet d'avoir une évaluation correcte et objective de la chose. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que l'on rencontre, que l'on accepte que ces missions rencontrent ou pas les acteurs, il y a un monitoring qui est fait, on sait ce qui se passe en Guinée. Bien. On sait ce qui se passe en Guinée par les médias, par des rapports qui sont dressés sur la situation, mais ça ne fait pas assez très bonne image pour ces missions de se refuser de rencontrer des acteurs quand même importants. Bien dit, franchement. Belle analyse, cabinet. Allez-y, monsieur Akoumba Diallo, pour en terminer en 2 minutes. Robert Greene, qui raconte l'exercice des 3000 ans du pouvoir et de ses secrets, dit que le plus puissant chef qui se retranche dans sa tour d'ivoire sera vaincu par le plus faible des combattants. Oh là là. C'est aussi simple que cela. Très bien dit. Et merci surtout d'avoir été bref. Oui, Mohamed, pour clore. Et ce qui est important, l'OIF n'est pas venu pour évaluer la transition guinéenne. Ça, elle est venue pour... L'OIF est juste venu pour accompagner juste la transition, les autorités de la transition. Donc il faut dissocier cela. L'OIF n'est pas en Guinée pour évaluer la transition. Cette évaluation est dévolue à l'Union africaine, à la CEDEAO. De quelle source? Source diplomatique. Mohamed. Oui, j'ai envie qu'on me contredise. Non, mais pour... ce que je te dis, c'est très sérieux. Elle n'est pas venue pour accréditer ton information. Il faut nous dévoiler ta source. Vous êtes procureur ce matin? Non, mais pas du tout. Ah, mais apparemment vous êtes procureur. Je suis procureur. C'est source diplomatique. Oui, Mohamed, je suis procureur sur ce plateau. Non, vous êtes procureur apparemment ce matin. Procureur du plateau. Source diplomatique logée à la crête de Coloma. Oui, s'ils ne sont pas venus pour évaluer, comment est-ce qu'ils vont demander au gouvernement de leur dire ce dont ils ont besoin pour qu'on les accompagne? C'est déjà une sorte d'évaluation, de savoir voilà ce dont on a besoin. C'est de la même façon que les politiques et la société civile devront aussi dire voilà ce que nous proposons pour que la transition se passe bien. Oui, et mieux, la francophonie est quand même une des institutions qui a sanctionné la Guinée. Et on sait le rôle de la francophonie dans la crise électorale sous Alpha Condé. Le rapport de l'OIF a été très attendu et c'est un rapport sérieux. Donc ils viennent pour évaluer. Ce n'est pas du tout... Je pense qu'on ferait mieux de laisser... Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout pour la crédibilité de ces institutions. Il faut que j'engage l'autre sujet. Voir cette note technique émise par la francophonie. On dit cette mission qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement par l'OIF du processus de transition en Guinée a pour objectif d'échanger sur place avec les autorités nationales sur les modalités pratiques de l'appui technique de l'OIF que pourrait apporter à la Guinée pour une transition. Très bien dit. Non, pour une transition réussie. Très bien dit. C'est une évaluation? Oui. C'est une évaluation, on ne comprend pas le même français. On s'arrête là. Comment on peut déterminer les modalités s'il n'y a pas une évaluation réelle de la situation? Non, juste 5 secondes. 5 secondes, Mohamed Kaba est le chef de cette mission de l'OIF. Un point, c'est tout. Il connaît. Allez, voici ce qu'on pouvait dire là-dessus.